Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel gratuit. Un logiciel open source, un logiciel utilisé par des indépendants et par des studios pro. Blender. Fin des années 80, la 3D c'est lent, c'est cher et c'est réservé à ceux qui ont un studio. Ou un rein à vendre. À l'époque, la 3D c'est des logiciels propriétaires, des prix prohibitifs et des interfaces fermées et complexes. En 1988, le studio d'animation néerlandais Neo Geo est créé. Rapidement, il devient le plus grand studio du pays, l'un des plus avancés d'Europe, travaillant avec des géants comme Philips, gagnant même des prix européens. Et forcément, quand un studio grossit, ce sont les outils qui montrent leurs limites en premier. Chez Neo Geo, Ton Roosendaal, cofondateur, directeur artistique et responsable du développement logiciel interne, fait un constat simple. Les outils 3D sont obsolètes, compliqués à maintenir et pas adaptés aux besoins du studio. La conclusion est simple, il faut recréer la boîte à outils, la réécrire entièrement. En 1995, Neo Geo commence la refonte complète de ses outils internes, avec la création d'un outil 3D, Blender. Au départ, Blender n'est pas un logiciel pour le grand public, c'est un logiciel de production destiné à répondre aux besoins de Neo Geo. Il est pensé pour être rapide, compact et efficace. Avec son logiciel Blender, Ton réalise rapidement une chose essentielle. Blender peut être utilisé pour bien plus que le studio Neo Geo. À la fin des années 90, les outils de création 3D sont réservés à une élite. Ils coûtent des milliers de dollars, nécessitent des stations de travail spécialisées et restent hors de portée du grand public. En 1998, Ton fonde Not a Number, une filiale de Neo Geo avec une ambition radicale pour l'époque. Créer une suite 3D gratuite à l'installation, compacte, rapide et multiplateforme. Un pari audacieux, non pas parce que la technologie manque, mais parce que le modèle économique va à contre-courant de toute l'industrie. Blender est téléchargeable, mais il n'est pas libre. Le code reste propriétaire, développé en interne et l'écosystème professionnel repose sur des produits payants, manuels, tutoriels, CD-ROM, extensions. Un modèle hybride entre accessibilité et monétisation, qui cherche encore son équilibre. En 1999, Nan présente Blender au SIGGRAPH, un séminaire américain sur l'infographie et les techniques interactives. Un des événements les plus importants de l'industrie des images numériques. Et c'est un succès frappant. La presse fait des articles, les professionnels commencent à l'utiliser et à changer leurs pratiques. Bref, Blender attire une attention massive. Début des années 2000, après le succès au SIGGRAPH, Nan obtient 4,5 millions d'euros d'investissement. L'équipe grandit jusqu'à 50 employés et Blender 2.0 est lancé. Cette version intègre un moteur de jeu et de nouvelles fonctionnalités qui, pour l'époque, font figure de révolution. Blender 2.0 occupait une place comparable à celle d'Unreal aujourd'hui. Pas dans le sens même technologie, ni même succès commercial, mais dans l'ambition. Un outil capable de servir aussi bien à l'animation qu'aux jeux vidéo, avec une approche temps réel et une volonté de tout centraliser. La différence, c'est que l'écosystème n'était pas encore prêt, le moteur de jeu Blender n'a jamais vraiment trouvé sa niche, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était en avance. Et un peu hors cadre. Intégré dans un logiciel pensé avant tout pour les animateurs et non les développeurs ou les game designers. Malgré tout, Blender 2.0 reste une révolution du milieu pour les années 2000. Le site dépasse les 250 000 utilisateurs enregistrés. Mais Blender grandit très vite, trop vite, et cette croissance fulgurante finira par provoquer son explosion. La montée en flèche du nombre d'utilisateurs met rapidement Blender sous tension. L'ambition grandit plus vite que le logiciel lui-même, un code de plus en plus complexe, des fonctionnalités qui s'empilent, des ressources humaines et financières qui, elles, restent limitées.
le marché de son côté n'est tout simplement pas prêt. En avril 2001, Nan est contraint de se restructurer. Une nouvelle équipe est mise en place, un nouveau financement est trouvé, mais la situation reste fragile. 6 mois plus tard, Nan tente un dernier pari, Blender Publisher, le premier produit payant basé sur Blender, destiné au marché émergent des médias interactifs en ligne. C'est un échec. Le timing est mauvais, l'économie est instable, les ventes sont décevantes, et le modèle ne convainc pas. Face à cet échec, les investisseurs prennent une décision radicale, l'arrêt total des activités de Nan. Le développement de Blender s'arrête. À l'époque de Nan, le logiciel fonctionnait grâce à un modèle de téléchargement libre, mais d'outils manuels usage payant. Ce modèle avait une limite. Pour certains investisseurs, la suite logique était probablement ailleurs. Licence plus stricte, fonctionnalité verrouillée, ou dépendance à des paiements réguliers. Une logique devenue courante aujourd'hui, mais qui à l'époque entrait en conflit direct avec l'usage réel de Blender et sa volonté d'accessibilité. À ce moment, tout semble terminé, et Blender est condamné à disparaître. Si Blender existe encore aujourd'hui, c'est grâce à son succès auprès du public. Fin 2001, le logiciel reste imparfait. Malgré tout, les utilisateurs continuent de l'utiliser. Aucun concurrent majeur n'existe à ce moment-là, et une fois qu'on s'habitue à un outil, changer devient difficile. Ton refuse de laisser tomber. Abandonner Blender serait abandonner tous ceux qui s'en servent déjà. En mars 2002, il fonde la Blender Foundation, avec pour mission de maintenir Blender comme projet communautaire et de passer en open source. En juillet 2002, Ton convainc les investisseurs de Nan de céder le code source pour 100 000 euros. Ton n'avait pas les 100 000 euros nécessaires pour acheter Blender. Il pouvait abandonner ou tenter l'impossible. Il fait alors appel à la communauté, lance la campagne Free Blender. 7 semaines plus tard, le miracle s'accomplit. Grâce au soutien massif des utilisateurs, Blender est racheté et devient open source. Un pari fou, presque impossible, mais réussi grâce à la persévérance et à la communauté. Le 13 octobre 2002 marque le début d'une nouvelle ère. Blender devient open source, sous licence GNU-GPL, permettant à tous de l'utiliser, de l'améliorer et de partager librement. Pour la première fois, à ce que je sache dans l'histoire d'Internet, et peut-être dans l'histoire du monde réel, aussi une communauté de gens basés dans le monde entier, seulement liés par la même mission, a racheté un produit commercial et a décidé de le rendre disponible de manière gratuite pour tous les gens du monde. Enfin, du moins pour ceux qui ont accès à l'informatique. Antonio, sur le blog de Blender, le 2 octobre 2002. Blender est devenu un outil 3D complet, gratuit, open source, utilisé en amateur et en production pro. Il ne remplace pas tout, il ne prétend pas tout faire mieux. Il est là, il regroupe les tâches principales de l'animation dans un seul logiciel. Pas besoin d'une suite spécialisée. À chaque mise à jour, la Blender Foundation sort un court-métrage pour mettre en avant les nouveautés et démontrer ce que le logiciel peut faire. Elephant Dream en 2005, Big Buck Bunny en 2008, Sintel en 2010, Tears of Steel en 2012, Canin and Death en 2013, Glass Half en 2015, Spring en 2019, Sprite Fight en 2021, Charge en 2022, et j'en passe. Mais Blender n'est pas cantonné au court-métrage officiel. Parmi d'autres projets notables, on peut citer Next Gen en 2018 sur Netflix, réalisé avec Blender, I Lost My Body en 2019 sur Netflix toujours, un film français cocorico fait par Xylam. Si vous savez, Oggy et les cafards, Zig et Charcot. Ces projets montrent que Blender n'est plus seulement un outil pour amateurs ou cours expérimentaux, mais il est utilisé dans des productions professionnelles et internationales. Blender n'a pas gagné parce qu'il était gratuit, il a survécu parce que son créateur a insisté, sa communauté a répondu,
et l'open source a offert une issue là où le modèle classique échouait. Blender n'est pas juste un logiciel, c'est une exception qui fonctionne. Aujourd'hui, Blender a atteint un stade où certains logiciels propriétaires commencent discrètement à regarder ce que fait Blender. On ne dira pas lesquels. On vous voit, cinéma 4D. La vraie différence de Blender, ce n'est pas seulement le prix, c'est comment il évolue. Blender est open source, donc quand la communauté a besoin d'un outil, elle ne demande pas la permission. Elle crée ses propres outils, développe des add-ons et teste des idées en conditions réelles. Et quand une idée fonctionne, la Blender Foundation écoute, et parfois certains outils communautaires deviennent des fonctionnalités officielles. On peut prendre l'exemple des Grease Pencil par exemple, à la base ce n'était pas un gros argument commercial, c'était juste un besoin réel. Dessiner, animer, esquisser directement dans la 3D. Résultat, un outil communautaire adopté, amélioré, intégré, devenu un pilier du workflow Blender. Là où d'autres logiciels ajoutent des features pour vendre, Blender ajoute des features parce que on en a besoin. Blender n'avance pas tout seul, il avance parce que les gens l'utilisent. Et quand un logiciel est construit par ceux qui s'en servent réellement, il finit par influencer même ceux qui ont un service marketing. Blender ne vit pas grâce à des abonnements. Il ne vit pas grâce à des investisseurs qui demandent une croissance à 2 chiffres. Blender vit grâce à sa communauté. Grâce à des dons ponctuels, des dons réguliers, à des gens qui utilisent le logiciel et qui veulent qu'il continue d'exister. Personne n'est obligé de payer. Et pourtant, le projet avance. Ce n'est pas parce que Blender est gratuit qu'il n'a pas de valeur. Il est gratuit parce que sa valeur ne dépend pas d'un abonnement. Et tant qu'il y aura des gens pour l'utiliser, le soutenir et le faire évoluer, Blender continuera d'exister. Et Blender a fini par donner naissance à d'autres projets qui utilisent Blender comme base de code, ajoutant chacun sa touche. Before Artist, une refonte graphique plus simple, UpBGE, l'ancien Blender Game Engine, Goo Engine, qui simplifie l'animation 3D dans le style cartoon anime, avec du NRP, non photoréaliste pour les intimes. Blender est aussi utilisé pour tout un tas de tâches autour de la 3D, allant de l'imagerie médicale au spectacle de drone. Il ne se limite pas à l'animation 3D. En fait, donner une limite à Blender, c'est ignorer que tout est modifiable avec du temps et de la volonté. Et des heures et des heures de lignes de code en C ou en Python. Aujourd'hui, alors que de nombreux logiciels s'éloignent de leurs utilisateurs au nom de la rentabilité, Blender rappelle qu'un autre modèle est possible.